Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur une idée qui pourrait bien redéfinir notre société. On sent qu'en Europe, quelque chose de fondamental est en train de bouger. On passe d'un modèle économique qu'on connaît par cœur, celui centré sur le profit, à un autre, axé sur la création de valeur pour tous. Allez, on plonge dans cette transformation. Commençons directement avec cette question qui est vraiment au cœur de notre analyse. Et si, tout à coup, l'objectif principal de nos sociétés, ce n'était plus simplement d'accumuler des richesses, si c'était de générer une valeur, plus tangible, plus utile pour tout le monde? Ça vient bousculer de front tout le système qui a dominé le XXe siècle. Alors voilà le tableau. D'un côté, on a le modèle du XXe siècle, obsédé par le profit, comme seul et unique critère de succès. Un modèle qui, on le sent bien, est un peu à bout de souffle. Et de l'autre, on a ce monde qui émerge où la priorité, c'est la création de valeur, des biens, des services qui améliorent concrètement, vraiment, la vie des gens et de la collectivité. Mais alors, pourquoi ce changement maintenant? Eh bien, il y a deux grandes forces qui sont à l'œuvre. Premièrement, les attentes des gens ont complètement changé. La qualité de vie, le lien social, l'impact sur la planète, tout ça compte désormais bien plus que le simple fait de posséder plus de choses. Et deuxièmement, il y a la révolution technologique bien sûr, la numérisation et l'IA, ça transforme la production et ça crée un besoin urgent de talents très très spécifiques. Des créatifs, des experts, des gens intuitifs. Face à ces pressions, une nouvelle vision est en train de naître. On l'appelle l'efficacité globale. Alors, voyons un peu ce que ce concept signifie concrètement. Le point qui est absolument crucial ici, c'est le changement de rôle des institutions. On passe d'une gestion d'assujettis à une coordination de citoyens. L'objectif, ce n'est plus seulement d'administrer, mais c'est de travailler ensemble pour protéger et pour développer ce qui fait la force d'une nation, sa cohésion et sa capacité à créer une valeur qui dure dans le temps. Et cette cohésion, elle repose sur trois piliers fondamentaux, trois patrimoines qu'il faut absolument préserver et faire grandir. D'abord, le patrimoine foncier, la terre, le territoire. Ensuite, le patrimoine productif, le capital, les infrastructures. Et enfin, et c'est peut-être le plus important de tous, le patrimoine humain, la santé, la justice et la connaissance. Bon, la théorie, c'est bien beau, mais en pratique, ça donne quoi? Regardons comment cette idée d'efficacité globale pourrait réinventer trois secteurs absolument clés de notre société. Prenons la santé, par exemple. Aujourd'hui, notre système est majoritairement curatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est conçu pour soigner les maladies une fois qu'elles sont là. Le problème, c'est que ce modèle est de moins en moins efficace face aux maladies chroniques ou aux pandémies. Bref, on intervient bien trop tard. La nouvelle approche, qui est permise par le numérique, eh bien, elle inverse complètement la logique. D'abord, être prédictif. On utilise les données pour anticiper les risques, comme une épidémie par exemple. Ensuite, être préventif. On agit en amont pour protéger les gens face à ces risques. Et du coup, le soin, le curatif, ça ne devient que le dernier recours. L'idée est simple, au fond. Un être humain a peu de raisons d'être malade si son environnement est sain et si ses défenses sont bien entretenues. Passons maintenant à la justice, où le défi est assez similaire en fait. Le système actuel est souvent perçu comme lent, hyper complexe, un peu abstrait. Il a du mal à maintenir ce climat de confiance qui est pourtant essentiel à la prospérité. Et ça appelle aussi à une profonde réinvention. Et si on appliquait la même logique qu'à la santé? La justice pourrait, elle aussi, se transformer. D'abord, elle deviendrait prédictive en utilisant l'IA pour aider chacun à évaluer les risques juridiques avant d'agir. Puis préventive en rendant la loi vraiment accessible pour que l'adage «nul n'est censé ignorer la loi» devienne enfin une réalité. La répression, là encore, n'interviendrait qu'en tout dernier recours. Et enfin, l'éducation. Là, le changement est peut-être encore plus radical. Fini le bachotage, cette mémorisation par cœur qui n'a plus vraiment de sens à l'heure d'Internet. Le nouvel objectif, c'est d'apprendre à apprendre. Il s'agit de cultiver la curiosité de chacun, de développer son ingéniosité, d'identifier ses propres talents pour pouvoir évoluer tout au long de sa vie. Bon, cette vision est ambitieuse et elle semble pleine de bon sens. Mais alors qu'est-ce qui bloque? Pourquoi ça n'avance pas? Eh bien, le principal obstacle, ce sont nos institutions elles-mêmes. Le problème, c'est un vrai cercle vicieux. D'un côté, on a les acteurs traditionnels, les hôpitaux, les tribunaux, les écoles, qui, soyons honnêtes, ont très peu d'incitation à changer un système qu'ils maîtrisent parfaitement. Et en même temps, les nouveaux acteurs, ceux qui portent l'innovation, sont bloqués. Le système actuel n'a tout simplement pas de place pour eux. Cet immobilisme est un vrai danger. On l'entend souvent, cette phrase optimiste « la France a tout pour réussir ». Eh bien, la source qu'on analyse aujourd'hui apporte une nuance assez cinglante. Non, la France n'a pas tout pour réussir. Son principal handicap, et c'est ça l'ironie, c'est la puissance même de ses institutions. Celles qui ont fait sa force hier sont devenues aujourd'hui des freins au changement. On arrive donc à un point de bascule.
On est face à un choix qui est absolument crucial pour notre avenir. La question finale est donc posée, et elle est redoutable. Faut-il oser cette transformation profonde vers l'efficacité globale, avec tous les risques que ça implique, ou faut-il attendre, au risque de sombrer dans l'immobilisme, la léthargie et de se laisser complètement dépasser? Le choix entre l'audace et l'attente nous appartient. Merci d'avoir suivi cette analyse.